Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour de Romandie, parce que je rappelle qu'hier c'était un prologue, donc aujourd'hui c'est une première étape, même si c'est le deuxième jour de course. Nous reviendrons sur cette étape casse-pattes avec une chute qui aura des conséquences pour le général. On fera le bilan des Bleus. C'était pas vraiment la folie aujourd'hui. On fera top flop. Du côté des flops, on aura beaucoup de choses à dire. On fera un petit point au niveau du classement général, même si je rappelle le classement général des 30 premiers dans la description de la vidéo, comme les 10 premiers du classement de la montagne, quand il y en a 10 qui sont classés, le classement du sprinter, classement du meilleur jeune, classement par équipe. Tous les classements sont dans la description de la vidéo si vous voulez retrouver qui est où. Et puis on fera bien entendu une présentation de la deuxième étape, donc de ce troisième jour de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, ce que vous avez pensé des favoris. Si vous voulez qu'on discute de coureurs dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, car j'essaye que les vidéos ne durent pas 1h45, même si des fois déjà elles durent longtemps, et surtout au bout d'un moment je fais des choix éditoriaux parce que sinon c'est pas intéressant, donc on peut en débattre dans les commentaires, puis n'hésitez pas débattre d'autres coureurs dont j'ai pas le temps de parler ou qui pour moi n'ont pas été essentiels aujourd'hui. N'hésitez pas, quand vous abonnez à la chaîne également, ce qui est déjà très bien, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Étape numéro 1. Étape numéro 1 qui était une étape casse-pattes. Aujourd'hui, on allait de la Grande Béroche à Romont. On avait déjà été à Romont avec une victoire de David Gaudu. C'était il y a 3 ans, je crois, de ce qu'a dit... moi, je regardais sur la chaîne L'Équipe, je crois, de ce qu'ont dit les commentateurs, notamment Patrick Chassé de la chaîne L'Équipe. Ça a été une étape qui, jusqu'à la chute, était, on va dire, assez tranquille, même si c'était une étape qui était quand même pas facile parce qu'il y avait du dénivelé positif. Il y avait quand même 2700 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Ça ressemblait un peu à une étape du Tour du Limousin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes difficultés, mais ça fait comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous êtes toujours en prise. Un peu une étape du Tour du Limousin sur des routes beaucoup plus larges. Hein. Ça, c'est clair et net. Et avec un final pour Puncher, un final mini mur de lui, 1 km avec une pente assez rude, ce qu'on avait eu également comme type de difficulté, assez similaire également à l'étape 2 du dernier tour de Sicile aussi, où on avait une arrivée qui était assez similaire cette année. Donc c'était vraiment un final pour pur puncher, les sprinters ne pouvaient pas passer, et il fallait que les grimpeurs s'accrochent aujourd'hui. Sauf que on a encore eu une chute. Une chute qui aura des conséquences pour le général. Il y a quand même des mecs qui ont fini à plus de 30. On a perdu quelques favoris dans l'affaire. Une chute en faux plat descendant. On croit toujours que les zones les plus dangereuses en cyclisme, ce sont les sprints, ce sont parfois certains pensent que ce sont les montées, ce sont les étapes pavées, ce sont parfois les gens pensent que ce sont les routes étroites. Ce qui est le plus dangereux pour moi dans le cyclisme depuis des années, ce sont les faux plats descendants. Les faux plats descendants sur les routes larges, c'est, je pense, que ce qu'il y a de plus risqué aujourd'hui dans le cyclisme. La chute William Bonnet, c'est un faux plat descendant, route hyper large, rectiligne. La chute sur Liège-Bastogne-Liège, faux plat descendant, route hyper large. Chute aujourd'hui, route hyper large, très large, faux plat descendant, parce que en fait tout le monde va être devant, et donc tout le monde roule très fort, et dès qu'il y a un contact entre deux roues, forcément ça vous catapulte 10 mètres au loin, parce que vous êtes à 80 km/h, donc à cette vitesse-là, même si vous avez des bons réflexes, c'est pas le cas de tout le peloton. Donc ça va forcément se cracher. Et je pense au dernier Tour de France également, lors de l'étape 1, la chute Warren Barguil, c'est un faux plat descendant aussi sur une grande route. C'est vraiment ce qui, je pense, aujourd'hui est le plus dangereux, ce sont les faux plats descendants
avec des routes qui font 4 mètres, qui font 40 mètres de large. C'est horrible. Et cette chute-là, elle aura des conséquences parce qu'on va avoir des abandons. Je pense à Yannis Aguirre, ça m'étonnerait qu'il reparte. Mais il y a aussi des coureurs qui ont perdu énormément de temps. Je pense à un Rigoberto Urán aujourd'hui. Moi, il était toujours pas dans le classement. Je vais faire F5 tout à l'heure. Mais il doit perdre énormément de temps dans l'affaire. On va revenir du côté du dernier kilomètre avec une grosse surprise dans le dernier kilomètre avec Rohan Dennis. Ça a failli le faire. Mais bon, le plus fort s'impose aujourd'hui et Rohan Dennis, il s'est bien fait exploser la boîte à gants. Il y avait le cœur dans la boîte à gants là, je pense dans le final. Il a complètement explosé dans les 100 derniers mètres. Bon, on va revenir là-dessus. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Ben O'Connor. Ben O'Connor qui aujourd'hui finit 6e de l'étape à 4 secondes. Il prend une petite cassure par rapport à Dylan Teuns, mais à part Vlasov qui est devant lui, on sait qu'il jouera le général. Hirschi, on sait pas trop. Il finit quand même devant Caruso, devant Ayuso. Devant Rubio, également de la Movistar, devant Geraint Thomas, devant Poles. Donc c'est plutôt une très belle perf qu'a réalisé Ben O'Connor, parce que pour moi, c'est pas le meilleur dans ses arrivées pour puncher. C'est un grimpeur, Ben O'Connor, c'est pas un grimpeur puncher. C'est un coureur de Tour de France. Ben O'Connor, il a vraiment le profil Tour de France Giro, plus que Vuelta. Et là, c'était vraiment une arrivée pour puncher aujourd'hui. Et c'est pas forcément là où il est le meilleur. Et puis, du côté d'AG2R, le collectif est pas forcément le plus fort aussi aujourd'hui sur cette course. Et quand on a vu dans le groupe de devant qu'il n'y avait qu'un AG2R, je me suis dit, j'espère que c'est Ben O'Connor pour eux. Parce que sinon, ça va être très inquiétant. Et dans les 10 derniers kilomètres, il se démerde seul. Mais il a pris les bonnes roues au bon moment. Et il fait une belle performance. Donc c'est bien pour Ben O'Connor, surtout encore une fois, on est à 2 mois du Tour de France, donc il déçoit assez rarement quand même Ben O'Connor. Je disais que à part même avant son abandon sur Paris-Nice, les performances sont tout à fait satisfaisantes. C'est un coureur qui est toujours là, Ben O'Connor, sur lequel il faut toujours compter. Donc bien entendu, cette semaine, c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Et en plus, je pense qu'il est en très bonne condition physique puisqu'il a fait aujourd'hui. Par rapport aux autres coureurs qui ont été performants du côté des Français qui sont dans le bon groupe, j'ai envie de dire du côté des Bleus. Du côté des Français, on a Quentin Paché, Reichenbach, Mollard qui finissent 16, 18 et 19e. Ruben Fernandez de la Cofidis également termine dans le bon groupe, et Julien Bernard également de la Trek, et Kenny Elissonde également de la Trek finissent dans le bon groupe. Et au classement général, si je ne me trompe pas, c'est Julien Bernard qui est le mieux classé, égalité avec Ben O'Connor. Du côté des Bleus, les deux sont à 26 secondes de Rohan Dennis qui est le nouveau leader du général. Je rappelle qu'on fera un point sur le général un peu plus tard dans cette vidéo. Rudy Mollard est à 33 secondes et Quentin Paché est à 24 secondes. On passe au deuxième Français au top. J'ai décidé de mettre Thomas Champion, jeune coureur français, qui est désormais en tête du classement de la montagne avec 13 points. Il a devancé Antoine Debons et Valère Thiebaud, les deux coureurs suisses. C'est une belle performance pour Thomas Champion de réussir à prendre le classement de la montagne. Alors vous allez me dire c'est la première étape du jour, oui, mais quand on part en échappée et qu'on repart sans accessite, c'est toujours un peu triste quand on n'a pas réussi à aller chercher le sprint, quand on n'a pas réussi à aller chercher le maillot le classement de la combativité. C'est toujours un petit peu triste. Donc aller chercher le classement de la montagne, c'est déjà pas si facile que ça, parce que il y avait quand même des adversaires. Alors c'était pas les plus gros adversaires au monde, mais il y avait quand même quelques adversaires. Et puis surtout il y avait deux Suisses, donc il fallait réussir à battre la stratégie des deux coureurs suisses. Et là-dessus il a été très bon, Thomas Champion. Je trouve en plus qu'il a très très bien géré sa fin de journée, sa fin d'échappée, parce qu'il suit Antoine Debons, le Suisse qui décide d'attaquer, c'était à 40 bornes de l'arrivée au moins, et il prend sa roue pour
on va dire pour pas qu'il lui prenne de points, par exemple si l'échappée aurait été relancée, il y avait peu de chance vu qu'il y avait moins d'une minute, mais on ne sait jamais. Et ensuite, en fait, il n'a pas pris un relais à Antoine Debons parce qu'il n'avait pas d'intérêt, on va dire, à partir du moment où il a vu que l'écart ne remontait pas et qu'ils n'arriveraient pas à être devant lors de la dernière difficulté du jour, c'était la côte de Moissenance, un truc comme ça. La dernière difficulté, ça va peut-être s'afficher. Non, ça ne voudra pas s'afficher parce que Pro Cycling Stats est en PLS. Mais voilà, c'était plutôt une belle journée pour le Français. Il fallait réussir à être aux avant-postes et à prendre ses points du classement de la montagne. Donc c'est une belle performance pour lui. C'était la côte de Massonance. Voilà, Massonance. Si on est du sud de la Suisse, comme par l'accès du sud-ouest. Mais il fallait quand même gérer cette situation, donc c'est bien ce qu'il a fait. Je continue avec les flops. Les flops du jour, ça commence du côté de la Cofidis avec Ioni Zaguirre. Alors Ioni Zaguirre qui a terminé l'étape à 10 minutes 37. Je suis pas sûr qu'il reparte demain. Ioni Zaguirre, il avait l'air de se tenir le bras juste après sa chute. Forcément, c'est une petite déception parce que il vient de finir un très bon Tour du Pays Basque, parce que sur Liège-Bastogne-Liège, certes, il avait été un peu moins présent aux avant-postes, mais je crois qu'il est dans le top 30 aussi de Liège-Bastogne-Liège. Mais surtout, voilà, vu comment il a fini le Tour du Pays Basque, c'est vrai que il était sur une belle série, une belle lancée, et que là, sa chute, ça casse un petit peu cette dynamique, et que ça veut dire également que Cofidis ne prendra pas de points peut-être sur cette course-là, toujours dans l'optique du classement UCI. Donc forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe, et puis pour Yon aussi, parce que voilà, encore une fois, il était sur une belle série au niveau des résultats. Donc frustrant pour Ioni Zaguirre. J'espère qu'il n'a pas de blessure, mais j'avais quand même l'impression qu'au niveau du bras, c'était pas exceptionnel. Et puis je termine du côté des Bleus avec Groupama. Du côté de Groupama, début de course pas top. Alors déjà hier au niveau du contre-la-montre, les deux finissent loin, Storer et Pinot. Puis ce matin, Storer n'a pas pris de départ. Peut-être qu'il est tombé malade après le Tour des Alpes, parce que je rappelle que la dernière étape du Tour des Alpes était dans des conditions extrêmes, et peut-être que voilà, il a chopé un petit rhume, un petit truc. Je rappelle que les coureurs sont dans une période où au mois d'avril, tous les coureurs sont quand même un minimum affûtés. Donc forcément, dès qu'il y a des changements de température, dès qu'il fait un peu frais, dès qu'on se prend un petit microbe, c'est pas top. C'est pas top pour le coureur. Donc c'est vrai que Michael Storer, hier on avait bien senti que le chrono avait pas été sensationnel, je t'en avais parlé. Et bien aujourd'hui on a la confirmation que les gens n'étaient pas là. Du côté de Thibaut Pinot, il n'était pas bien placé avant la chute. Je pense pas qu'il a des mauvaises jambes, Thibaut Pinot, c'est juste qu'il n'était pas très très bien placé à ce moment-là. Après, est-ce qu'il joue vraiment en général, Thibaut Pinot? Je suis pas si sûr que ça, je le dis. Bon, je pense qu'il joue plutôt les étapes. Donc là, il a perdu du temps aujourd'hui, il finit à 1,30, 1,28 précisément. Thibaut Pinot, il est avec Rémi Cavagna, avec Antonio Tiberi, Pernsteiner, également Mentiès et Bouchard. Donc maintenant Thibaut Pinot, il jouera les étapes, parce que pour le général ça semble un peu compromis. Il est à plus de 2 minutes. Malgré tout, s'il arrive à en gagner encore une sur ce Tour de Romandie, ça serait une belle perf. Et puis très clairement pour moi, les objectifs sont encore dans 2 mois, donc être hyper en forme au Tour de Romandie quand tu fais le Tour de France, c'est rarement bon. Demandez à Richie Porte et Geraint Thomas l'année dernière. On les a peu vus dans l'armada Tour de France, parce que voilà, ils étaient en forme beaucoup trop tôt, les deux coureurs d'Ineos. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Dylan Teuns, vainqueur du jour, qui prend 10 secondes de bonification en passant, qui fait qu'il se retrouve à 18 secondes de Rohan Dennis au général. C'est plutôt pas mal pour le coureur belge.
C'était typiquement l'arrivée qui lui convenait, vu ce qu'il a montré ces derniers temps. Encore une fois, ça ressemblait à un mini mur de vie dans le final, donc c'était forcément idéal pour lui. C'était un peu une mini ardennaise aujourd'hui sur le Tour de Romandie, mini ardennaise quand même. Et puis Dylan Teuns, vu ce qu'il a fait en haut du mur de vie avec des Alaphilippe et autres, forcément, quand la concurrence est un peu moins forte, ça marche encore mieux. Même s'il a failli se faire surprendre par Rohan Dennis, qui était quand même très très forte, mais qui a un peu souffert dans le final. Je pense que le seul coureur qui devait contrôler, c'était Vlasov, et Vlasov était peut-être pas très bien placé. J'ai l'impression, c'est mon impression à moi, hein, peut-être que je me trompe, et à l'approche du dernier kilomètre, il n'était pas très bien placé, me semble-t-il. Pardon, Vlasov. Un petit rototo, je m'en excuse. Et du côté de Dylan Teuns, il en a profité. Et puis après, les gens m'ont parlé. Il saute vraiment sur la ligne, hein, parce qu'il y avait 10 mètres. Rohan Dennis, mais bon, voilà. Dylan Teuns, cette semaine, il faudra faire attention à lui, même si techniquement le leader c'est Caruso. Pour cette formation, Caruso est quand même plus loin, il est à 28 secondes, donc il est 10 secondes derrière, mais de toute manière ça sera un atout important pour Damiano Caruso, donc il faudra se méfier de Dylan Teuns cette semaine et dès demain, parce que demain on ne sait pas trop qui peut s'imposer. C'est une étape un peu trouble demain en termes de parcours, je vous montrerai ça, mais Dylan Teuns, c'est une belle victoire, et puis il enchaîne, la confiance est là, il en profite, tout simplement. Dylan Teuns, c'est un coureur qui prend de l'importance également chez Bahreïn, parce que c'est sûr que pour les classiques, l'année prochaine, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas Colbrelli. Colbrelli qui fait encore des analyses. Alors, l'activité cardiaque est meilleure. Il peut reprendre la marche rapide, mais on est encore très très loin d'un Colbrelli qui serait en capacité. Il peut reprendre des activités physiques légères. Voilà, c'est ce qui était marqué dans le communiqué de la Bahreïn. Mais on est encore très très loin du Colbrelli qui sera de nouveau coureur cycliste. Et en plus, il y a un énorme problème. Il ne pourra pas être coureur cycliste en Italie. Donc Dylan Teuns, pour Milan-San Remo, l'Estrade Bianche et le Tour de Lombardie, c'est quand même une très très bonne carte. Et cette année, c'est vrai qu'en fin de saison, on pense au Tour de Lombardie, on pense à la Classica Saint-Sébastien également au mois d'août. C'est un coureur sur lequel il faudra compter, voire même les championnats du monde, qui, je rappelle, ne seront pas si faciles que ça en Australie. C'est le jeu Mapolus 7. On passe avec Vlasov, quatrième aujourd'hui de l'étape. Pour moi, c'est celui qui va jouer le général, parce que je pense que Teuns, Dennis et Hirschi ne joueront pas le général. Après, c'est mon avis. Ils font une bonne course, mais il y a quand même l'étape 4 et l'étape 5 vont quand même être dures à enchaîner. C'est-à-dire que samedi, dimanche, le week-end va être dur. Je pense que c'est un avantage pour Vlasov aujourd'hui. Alors, c'est dommage de ne pas avoir pris les bonifications. Bon, ça montre que les arrivées de puncher maintenant ne lui font pas peur à Vlasov, et puis ça montre que la condition physique qui était déjà bonne sur les Ardennaises, elle est toujours bonne aujourd'hui, donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter, en sachant que le dernier contre-la-montre, ça lui convient très bien à Vlasov. Un contre-la-montre en bosse, ça peut très bien lui convenir à Vlasov, donc il faut vraiment, c'est le favori pour moi, parce qu'il a une très très bonne équipe autour de lui, avec Caruso et avec peut-être un coureur du UAE, même si on a du mal à déterminer qui est le leader chez UAE, mais Vlasov aujourd'hui il a été bon, malgré le fait que la Bora a été assez discrète aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir dans la chute, mais l'équipe Bora a été très discrète. Donc en plus, il arrive à être performant. Le collectif a peu travaillé aujourd'hui. Donc pour les jours à venir, il sera plus frais que le collectif d'Ineos. C'est vrai qu'il est peut-être un petit peu passé à côté. On termine avec Rohan Dennis. C'est passé à ça. Vraiment, c'est passé à ça. D'image d'hélicoptère, c'est passé à ça. Il lui a manqué 10 mètres. Mais à 100 mètres de l'arrivée, tu vois qu'il essaye de se mettre en danseuse et qu'il est carbonisé. Il est carbonisé, le petit Vlasov, le petit Rohan Dennis. Mais parce que voilà, il a attaqué fort dans le dernier kilomètre, et peut-être un peu trop tôt. Il a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, Rohan Dennis, comme on dit.
Malgré tout, c'est une performance qui est très intéressante pour moi, pour Rohan Dennis. Pourquoi? Parce que dans l'optique d'un Rohan Dennis qui qui ne se contente plus du contre-la-montre, alors on l'a bien vu depuis Ineos, c'est plus seulement un spécialiste du contre-la-montre. Être présent et sur d'autres terrains, c'est intéressant. Et puis pour la Jumbo, tout simplement. Alors on savait ses qualités en montagne, ses qualités en côte de puncher, on les connaissait beaucoup moins à Rohan Dennis. Forcément, tu te dis que sur une classique ardennaise, c'est un coureur qui va être très intéressant. Surtout que, je voudrais pas dire, mais chez Jumbo, on n'a pas forcément beaucoup d'armes. Vingegaard, on a vu peut-être les limites sur les classiques ardennaises cette année. Et Roglic, en ce moment, il a une petite douleur de genou, il est en pause. Sepkus, c'est pas suffisant. Kruijswijk, c'est pas suffisant non plus. Dumoulin, là aussi, on a vu les limites. Un Rohan Dennis, ça reste une belle carte à jouer. Et maintenant, on sait que c'est une carte qui peut également être jouée sur ce type de parcours. Je me dis quand même qu'un Rohan Dennis, dans une formation comme Intermarché, qui a peut-être pas forcément un grand leader pour le général, dans une formation comme EF, qui a des leaders vieillissants, il pourrait jouer la gagne. Hein. Il pourrait jouer sa carte personnelle sur les grands tours, Rohan Dennis. Pour moi, il a les qualités. Hein. On n'est pas... vu le travail qu'il avait fait pour Goggenhardt sur le Giro 2020, on ne peut pas faire ce travail-là si on n'a pas un minimum de qualité en montagne. Pour moi, il a les qualités qu'un Tom Dumoulin. Rohan Dennis, peut-être qu'il ne croit pas assez en lui, mais pour moi, il passe très très bien les bosses et il passe très très, très, très bien les montées. C'est peut-être un peu un manque de confiance en lui pour jouer le classement général des courses. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Ethan Ether. Alors, certes, Ethan Ether est pris dans la chute. Mais avant la chute, Ethan Ether est très très mal placé dans le peloton. Alors, est-ce que c'est un problème mécanique parce qu'on le voyait parler à son directeur sportif. Est-ce que c'était une panne de jambe? Techniquement, quand on a une panne de jambe, on a du mal à parler à son directeur sportif parce qu'on est à fond. Là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé du côté d'Ethan Ether. Je me dis quand même que Ineos aujourd'hui a contrôlé toute la journée pour ne plus avoir le maillot de leader et ne pas avoir fait une grande performance en haut de cette montée finale, donc il se passe un petit peu à côté du côté d'Ineos. Et puis, ce que je me disais surtout, c'est qu'Ethan Ether, c'est mon impression à moi, mais à chaque fois qu'il a attendu, il est décevant. C'est-à-dire qu'à part hier sur le prologue, il faisait partie des favoris, je dirais, mais sur les courses en ligne, à chaque fois qu'il est attendu, que ça soit sur je pense c'était le tour de l'Algarve, je ne sais plus qui fait en début de saison, on se disait il va peut-être jouer le général, non. C'est assez surprenant quand même Ethan Ether, parce que c'est vrai qu'il a gagné seulement hier sa première victoire dans le World Tour à 23 ans. Et 23 ans bien tassé. Hein. Et c'est vrai qu'on peut se dire, il est prometteur, il a des qualités, mais ce qui est fou, c'est que dans les grandes occasions, pour le moment, Ethan Ether, c'est pas grand-chose en termes de palmarès. C'est-à-dire, oui, sur les courses, je dirais, de Pro Series, de deuxième division, il y a un palmarès. Mais sur les courses de World Tour, pour le moment, là, quasiment jamais vu être performant. Et c'est là où je suis un petit peu déçu par Ethan Ether. Alors, je suis peut-être sévère. On est peut-être sévère aussi parce que les attentes sont importantes, parce qu'on sait que le potentiel est là. Mais de me dire, est-ce que mentalement, il n'y a pas un blocage chez Ethan Ether? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est attendu, à chaque fois où on se dit « Ah, ça sera le leader », il n'est pas là. Il est aux abonnés absents. C'est pas le seul, hein, je dirais, chez Ineos. Pidcock, cette année, il est attendu, Pidcock. Pour le moment, Pidcock, depuis le début de saison, c'est pas la folie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème chez les jeunes Britanniques à confirmer leur potentiel? C'est la question que je me pose. C'est la question que je vous pose également dans les commentaires. Mais Ethan Ether, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que là, aujourd'hui, de toute manière, même s'il n'y a pas la chute, il ne remonte pas le peloton. Hein.
vu comment il est placé. En plus, j'avais pas l'impression que c'était un problème physique. Mais bon. S'il y a des gens qui ont vu quelque chose sur Ethan Ether autre que mal placé dans le peloton et il tombe, est-ce que avant il a eu un problème mécanique aussi? Certains ont l'information, n'hésitez pas à me le mettre également dans les commentaires. Je rappelle que je fais la vidéo à 18h13 en ce moment. Donc l'étape est arrivée il n'y a pas très très longtemps. Je passe à Michael Woods rapidement. Michael Woods, il est passé à côté, mais je dirais que du côté d'Israël, c'est pas comme si on passait à côté depuis le début de saison. Il finit loin, il finit 22e. Fuglsang finit 15e. Il doit être content, Patrick Bevin, d'avoir roulé un petit peu à un moment. Enfin, pas énormément. Il était à l'avant du peloton. Il n'a pas vraiment roulé, Patrick Bevin. Mais ils doivent être contents, les équipiers d'Israël, comme Chris Neylands, d'avoir roulé aujourd'hui pour que le meilleur mec de l'équipe fasse 15e. Avec un peloton, il devait y avoir 30 coureurs dans le final. C'est frustrant quand vous êtes équipier et que ça vous arrive ce genre de situation, je pense. Israël, quoi. Moi, je vois pas comment Israël, aujourd'hui, peut se sauver. Je dis, l'auto, vous avez Caleb Ewan, vous avez quand même... Il y a le petit Steph Kras, là, qui est également 9e aujourd'hui, et qui est capable de faire un top 15 sur un grand tour, je pense. Ce qui peut apporter des points. Chez Israël, je vois pas qui aujourd'hui a la capacité d'amener des points, vu ce qu'on a vu sur les Ardennaises. Et pour ma part, c'est pas Nizzolo. J'ai pas l'impression que cette année, le Nizzolo, c'est pas du grand Nizzolo. C'est quand même fou, c'est que je vois même pas comment cette équipe, au niveau financier, va résister à 1 an de deuxième division, mais surtout à 3 ans de deuxième division. Et je pense que Israël aura beaucoup de mal à se faire inviter sur la plupart des courses. Parce que en Italie, on va privilégier, sur les grands tours, en Italie, on va privilégier les équipes italiennes, tout simplement. Donc on va privilégier Bardiani, Eolo, également Dronhopper. En Espagne, on n'arrive déjà pas à toutes les mettre, les équipes de deuxième division. Donc forcément, on va toujours mettre Kern Pharma, Euskatel, Burgos et Cararura cette année qui est passée à la trappe. En France, tant que vous avez BNB, alors il y aura peut-être une place, mais bon, la place, on la donnera peut-être à la loto, parce qu'on a vraiment plus d'acquaintance avec la Belgique qu'avec Israël, je pense en France. Et puis par exemple, en Suisse, Fabian Cancellara va lancer l'équipe Tudor. Tudor, c'est le sponsor, c'est pas Fabian Cancellara qui se lance dans les comptines. Donc Meunier Tudor, la vanne était un peu foireuse, mais peut-être que ça sera même très compliqué d'aller sur les World Tour l'année prochaine pour Israël. Donc vraiment, je suis assez inquiet pour le projet de monsieur Sylvain Adam. En même temps, s'ils n'avaient pas recruté des mecs qui étaient cramasses, parce qu'ils ont eu quand même cette faculté à recruter des coureurs qui ont plus de 30 ans et qui sont plus proches de la fin de carrière que du début. Je termine avec la Jumbo, avec Kreuzweig. Kreuzweig loin et Sepkus loin aussi. Alors du côté de Jumbo, ils ont à part Rohan Dennis, je vois pas qui va jouer de général chez Jumbo, et Rohan Dennis, faudra voir quand même ce que ça donne en haute montagne, parce que chez Jumbo en haute montagne, on l'avait quand même pas trop vu. Parce que Sepkus à 18 secondes, Kreuzweig à 22 secondes. Donc c'est quand même la mauvaise opération du jour. Surtout que les deux avaient déjà perdu un petit peu de temps hier, donc ils doivent être à une quarantaine de secondes. Sepkus est à 51 secondes de Rohan Dennis et Kreuzweig à 58. Donc c'est-à-dire à déjà plus de 30 secondes de Vlasov. Ça fait beaucoup. Kreuzweig, pour moi, c'est plus un coureur qui a une capacité de jouer le général d'une course, je vous l'ai déjà dit. Mais Sepkus, il n'arrive toujours pas à passer de ce statut de lieutenant à ce statut de leader. Il y a des coureurs qui n'ont jamais réussi à passer de l'un à l'autre. Je pense à Daniel Navarro. Daniel Navarro, il n'a jamais réussi à être dans sa tête un leader. Kreuziger, également. À part gérer sur les Ardennaises, mais sur les grands tours, ça n'a jamais été vraiment le cas. Il y a des coureurs comme ça, on ne comprend pas pourquoi, ils ont pourtant des très bonnes qualités, ce sont des très bons grimpeurs, ils savent gagner les grandes étapes, mais ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête qu'ils peuvent être leaders.
Parce qu'ils ont passé tellement de temps à être lieutenant qu'ils se disent je ne peux faire que lieutenant. Et Sepp Kuss, pour moi, c'est un coureur qui devrait être en capacité d'être leader, surtout sur une course comme ça. Et aujourd'hui, il est à 51 secondes, comme s'il refusait presque qu'on lui donne le leadership de l'équipe sur une course. C'est assez fou quand même, Sepp Kuss. Et moi, je suis déçu parce que c'est un coureur dont je vous parle beaucoup, Sepp Kuss. Pour moi, c'est l'un des meilleurs lieutenants aujourd'hui, mais il n'arrive pas à devenir leader. Et c'est assez. Mais il y a d'autres coureurs, comme à l'époque de la Banesto, il y en a eu quelques-uns qui étaient lieutenants d'Indurain et qui n'ont jamais réussi à prendre la relève de Miguel d'Indurain ou à être leader sur d'autres courses. Alors que autour de Miguel Indurain, c'était une énorme armada quand même la Banesto à l'époque. C'est peut-être la première formation qui a même couru de cette manière, un peu ce que faisait ensuite l'US Postal, ce qu'a fait Ineos, Sky à l'époque. C'est-à-dire vraiment le rouleau compresseur. C'est presque eux qui ont inventé ça en montagne, je dirais. Il me semble. Alors il y avait Renault. C'est vrai, Renault dans les années 70, ils avaient une grosse équipe aussi. Mais c'est vrai que Banesto, dans les montées finales d'étapes, c'était rouleau compresseur, pour avoir vu des étapes, des tours des années entre 90 et 95, c'est un rouleau compresseur la Banesto à l'époque. C'est assez impressionnant même à voir. Bon, mais il y a très peu de mecs de la Banesto qui ont réussi ensuite des grandes carrières une fois que Indurain a arrêté la sienne. Petit point au classement général pour finir, parce que là sinon la vidéo va être très très longue. Juste pour vous dire que parmi les coureurs qui sont toujours bien placés, donc on a Rohan Dennis, Grossschartner, Geraint Thomas qui est à 16 secondes, Dylan Tuns, Mauro Schmidt aussi, Juan Ayuso à 20 secondes, Patrick Bevin également à 22 comme Vlasov à 23. Parmi les coureurs qui ont perdu du temps aujourd'hui, qui se retrouvent désormais très loin, on a Sergio Higuita à 2,03, Meintjes à 2,01, Pinot à 2,04, Robert Zink, on va pas déconner quand même. Anton Toulouk par exemple est à 4,15. Patrick Conrad, on avait senti que les jambes n'étaient pas très bonnes hier, il est à 5,09 désormais. Chris Froome est encore pas très mal classé, il est 89e, il est encore dans le top 100, c'est mieux que d'habitude, avec 5 minutes 17. Tiens, le petit Ethan Vernon, aujourd'hui il a fini à 8,03, il est à 8,03 au général. James Knox, un peu de surprise quand même, je m'attendais à mieux de James Knox, je m'étais dit hier... alors je vous en avais pas parlé, mais quand j'ai vu le résultat du jour, je me suis dit James Knox c'est quand même pas mal, j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo. Donc bien entendu Izagirre 11 minutes, qui perd beaucoup de temps, et j'ai perdu Uran 11,01 également. Donc eux ils ont fini pour le général, c'est terminé pour eux. On passe à l'étape de demain. L'étape de demain, ça sera entre Échalance et Échalance, ou je ne sais pas comment de dire, donc je vais faire avec un accent du sud absolument foireux, l'accent du sud de la Suisse, Échalens, comme ça, avec entre les piquets à Échalens. Donc, étape qui fera 169 km avec 2700 mètres de dénivelé positif, donc c'est costaud. Malgré tout, du dénivelé positif, s'il n'y a pas beaucoup de pourcentage, ça use, mais ça ne fait pas beaucoup plus. On aura un sprint intermédiaire à Thierrens au bout de 28 km 500, pardon. Et puis on aura une seule montée au classement de la montagne, ça sera à La Praz, 6 km 700 à 4,6% de moyenne, côte de 3e catégorie. Une côte qui est surtout difficile dans les 3 derniers kilomètres. Où on sera au-delà des 6,5% et un 700 derniers mètres à 9,6, donc c'est vraiment la fin de la montée qui est difficile parce que les 4 premiers kilomètres sont plutôt tranquilles. C'est à mi-étape, donc il y aura le temps quand même de se refaire la cerise derrière. On passera une première fois sur la ligne d'arrivée, on passera 2 fois sur la ligne d'arrivée à Échalance, et puis on reprendra la première boucle de la journée, donc pour terminer du côté d'Échalance sur du plat.
Peut-être la seule étape pour sprinter, mais bon, il n'y en a pas 150 des sprinters au départ ou des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse. On peut penser à Ethan Vermeulen, un coureur de ce profil-là, pourquoi pas, pour l'étape de cette étape-là. Qui d'autre on pourrait penser là Ethan Ether, mais bon, vu la gamelle qui s'est prise, est-ce qu'il repartira? Ça, c'est une grande question. Oui, un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Voilà, il faut un coureur avec une bonne pointe de vitesse. Gaviria, pourquoi pas. Même si bon, Gaviria, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment à fond dans cette course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve demain pour le Tour de Romandie. Très vite, il y aura le programme pour le Giro que je mettrai dans l'onglet communauté. Je travaille en ce moment sur le Giro. Ce matin, par exemple, en début d'après-midi, j'ai travaillé sur les premières étapes du Giro. J'ai fait les 3 premières étapes. Il me reste encore du boulot parce que je rappelle qu'il y aura notamment la séquence histoire et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment et que ça me prend beaucoup de temps pour trouver des idées parce qu'avec la Hongrie, c'est pas la folie. Mais je peux vous dire que les 3 étapes hongroises sont faites. Donc, c'est-à-dire que la portion histoire a déjà été faite. Donc, ne me mettez pas dans les commentaires, parle de ça. C'est déjà fait. Voilà. Et ensuite, je vais attaquer les étapes italiennes où là, ça sera plus facile pour parler de l'histoire. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.